Bien, bonjour à tous. Je crois que nous sommes maintenant en ligne. Nous sommes quelques dizaines à nous retrouver pour un webinaire auquel je vous souhaite la bienvenue. Un webinaire qui porte pour titre « Accompagner la mise en place du télétravail ». Pour ce webinaire, comme la bande-annonce a su le mettre en valeur, nous allons être 4 intervenants et 2 plus particulièrement à la manœuvre. Je suis donc accompagné pour cet après-midi de Christophe Lerouge, qui est le directeur de la Direct Occitanie, qui nous salue de la main et qui est avec nous sur ce début de webinaire pour la mise en route de nos travaux et qui, sans excuse, devra passer à une réunion suivante. Et on comprend bien compte tenu du contexte et donc ne sera pas avec nous sur l'ensemble de l'après-midi. Nous aurons avec nous Virginie, qui elle restera bien Virginie Nègre toute l'après-midi et qui est à la Direct responsable du service santé sécurité et qui est référente régionale du plan régional santé-travail pour la Direct. Et vous la voyez apparaître à l'écran. Et je serai également accompagné de Lucille Herrera, qui est chargée de mission à la Direct Occitanie et qui anime pour nous, avec Aurore Coabion, le dispositif Objectif Reprise dont nous aurons l'occasion de parler en fin de réunion. Voilà. Donc ça, c'est pour les présentations. Moi-même, Frédéric Dumalin, je suis le directeur de la Direct Occitanie et tout comme Christophe, je devrais vous quitter au cours de la réunion et nous vous laisserons en compagnie de Virginie et de Lucille et nous nous en excusons par avance. Pour bien vivre ce séminaire, donc on est dans une configuration virtuelle de séminaire, quelques éléments à partager, quelques éléments techniques pour une bonne prise en main de cette réunion. Premier élément, vous dire que vous allez voir tout au long du webinaire que nos intervenantes travaillent en appui de support PowerPoint que vous allez pouvoir télécharger à plusieurs reprises à la faveur de la présentation et donc dont vous pourrez disposer en direct pendant le webinaire et puis ensuite que vous pourrez conserver, sachant que par ailleurs, il y aura bien sûr un replay qui restera accessible. Vous en avez maintenant un peu l'habitude, nous avons une salle qui vous permet, si vous avez des choses à vous dire entre vous, si vous avez envie de réagir, de discuter, il est possible de le faire et de le faire à partir de la zone chat qui est prévue à cet effet et qui vous permettra de converser les uns avec les autres. Vous aurez la possibilité également de poser des questions et pour ça, vous allez utiliser l'onglet « Questions » qui permettra de poser directement les questions aux intervenants et on a prévu plusieurs temps de retour questions-réponses pendant l'après-midi de manière à permettre de traiter les questions et puis si certaines questions ne trouvaient pas réponse dans l'après-midi, soit parce que nous aurions été trop bavards, soit parce qu'elles sont techniquement complexes et méritent un travail un peu plus approfondi, nous pourrons identifier quels sont ceux qui, parmi vous, auraient posé ce type de questions et on reviendrait vers vous pour pouvoir y répondre. Aucune question ne restera sans réponse. Et de leur côté, les 2 intervenantes auront l'opportunité de vous poser des questions. Elles utiliseront pour ce faire l'outil sondage que vous connaissez sans doute et qui permet de travailler de la sorte. Bon, j'espère que les choses sont claires. Donc, chat pour discuter, questions pour poser vos questions, sondage pour que nous vous posions des questions. Voilà, et tout sera en ligne et téléchargeable. Nous nous retrouvons sur un thème de pleine actualité, puisque l'on va évoquer la question du télétravail. Alors, on n'est plus, et on est tous bien conscients que nous n'en sommes plus dans la situation qui était celle du 17 mars 2020, qui est une période un peu particulière où nous avons été cueillis au cœur du printemps et amenés à devoir repenser nos façons de travailler parce qu'un confinement était mis en place. Je ne vais pas revenir sur cette période, simplement pour donner l'ampleur du phénomène télétravail qui s'ouvre à ce moment-là. Du jour au lendemain, 420 000 en gros salariés en Occitanie sont passés en télétravail. Et parmi ces 420 000, 58% d'entre eux, c'est-à-dire en gros 250 000 télétravailleurs, n'avaient jamais télétravaillé avant ce 17 mars 2020. Donc on voit l'ampleur de l'onde de choc, on comprend bien qu'après une phase de découverte, une phase d'adaptation un peu dans l'urgence,
les choses se sont plus ou moins bien installées. En tous les cas, des nouvelles organisations ont pris le pas, avec notamment dans la phase de premier confinement, des sujets un peu solides autour des équilibres vie pro, vie perso en présence des enfants. Et on note des inégalités entre les hommes et les femmes qui méritent d'être soulignées à ce moment-là, en plus d'autres sujets. Mais bon, voilà. Après cette phase de découverte, et on n'est plus dans cette phase de découverte-là aujourd'hui, pour autant, il se peut encore que pour des raisons de reprise d'activité dans certaines entreprises, pour des raisons de respect des cadres légaux qui ont évolué dans la dernière période, certains soient amenés à installer des modalités de travail en télétravail, et cette situation particulière peut justifier des questions adaptées et des accompagnements qui tiendraient compte de cette situation. Donc après un second confinement, là nous sommes au cœur d'une période où le télétravail est installé dans la durée. Globalement, on n'a pas de problème technique. Par contre, on a une forte incitation, et j'imagine que Christophe et Virginie reviendront sur cet aspect-là, à télétravailler, avec des enjeux à ne pas permettre la circulation du virus, à éviter les contaminations, à éviter les engorgements de notre système hospitalier. Donc, on est dans une phase où on a un nombre significatif de salariés qui sont aujourd'hui en télétravail. On n'a pas d'énormes questions d'installation, on a quelques questions de connexion réseau ici ou là en Occitanie. Par contre, on a des questions un peu nouvelles qui n'étaient pas là au premier confinement, avec un sentiment un peu de saturation qui est exprimé par un certain nombre de salariés, un sentiment d'intensification du travail avec une charge de travail lourde et des connexions trop importantes, et puis des collectifs qui manquent et des sentiments d'isolement qui ont conduit à quelques aménagements, y compris du cadre réglementaire, dont j'imagine que Virginie nous parlera tout à l'heure. Donc voilà, globalement des questions et une installation dans la durée, mais pour autant des choses qui méritent d'être travaillées, d'être ajustées, de manière à ce que ce télétravail soit le plus efficace possible. Et puis le troisième aspect que je voulais souligner pour dire tout l'épaisseur du télétravail, et de cette question-là, c'est on commence et on sent bien qu'un certain nombre d'entreprises commencent à travailler sur le coup d'après. C'est-à-dire qu'on se dit que dans quelques semaines ou dans quelques mois, en tous les cas, tout le monde y pense au moins pour septembre, on devrait revenir à un nouveau normal. Et ce ne sera pas le normal d'avant, ce sera un nouveau normal qu'il va falloir réinventer. Et on comprend bien que la question du télétravail va y prendre une place particulière, avec des enjeux à le préparer dans les entreprises, avec des enjeux comme dans la période actuelle à le négocier et à penser les nouvelles organisations. Donc c'est bien de tout cela que nous allons essayer de parler cet après-midi, à la fois ce contexte et les contraintes qu'il nous pose, le cadre réglementaire légal qui découle de cette situation tout à fait particulière, et puis les dispositifs qui sont mis en place ou que l'on peut mobiliser pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir aider les entreprises dans cette phase particulière où le télétravail est à penser à organiser ou à réorganiser. Peut-être sur les éléments de contexte, Christophe Lerouge, directeur de la Direct Occitanie, pour nous mettre un peu en route sur ce sujet télétravail dans ce contexte particulier. Oui, merci Frédéric. Je ne vais pas être très long parce que Frédéric a déjà bien introduit le sujet. Pour moi, ce séminaire, c'était l'occasion de m'adresser à des chefs d'entreprise, à des acteurs qui travaillent sur ces questions d'accompagnement des entreprises. Je sais que je vois il y a plus de 50 personnes qui sont connectées. Il y a à la fois des chefs d'entreprise, des services de santé au travail, des collectivités, des acteurs de la prévention que je connais pour certains. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion de passer un message. Et le message, il est sur le télétravail, c'est qu'il faut renforcer encore le télétravail. Il faut y aller absolument, parce qu'on a constaté ces derniers temps qu'il y avait peut-être un relâchement dû à l'usure ou à la fatigue de la part des entreprises et des salariés. Donc ça, c'est un message important. Il faut y aller. Hein, il faut renforcer le télétravail, éviter le relâchement. Et le deuxième message, c'est que les choses ne sont pas aussi simples que ça et qu'il y a une nécessité d'accompagnement des salariés et d'accompagnement des chefs d'entreprise, des personnes qui sont en responsabilité managériale.
Et ça nous interroge, nous qui sommes les acteurs de la prévention et qui travaillons avec les entreprises. Donc ça, c'est les messages forts hein, que je tenais à passer cet après-midi. Bon, vous le savez comme moi, il y a maintenant quelques semaines, le gouvernement a fait le choix de ne pas reconfiner. C'est un choix politique. Et ça nous impose aussi de faire des efforts à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Et cet effort collectif, il passe justement par la prévention. Et la prévention dans le monde du travail, ça passe aussi, évidemment et surtout, par l'utilisation du télétravail. Et ce qui a été constaté depuis le deuxième confinement, c'est que le taux de recours au télétravail, il s'est érodé depuis le mois de novembre. Il s'est érodé, alors ça dépend des secteurs, mais il y a quelques secteurs qui ont été d'ailleurs pointés du doigt par la ministre, notamment dans le secteur des services financiers, donc les banques, les assurances, les services aux entreprises, où vous pouvez considérer que c'était pas mal de tâches télétravaillables et qui pourtant n'étaient pas télétravaillées. Donc face à ce constat, on a un message collectif à passer aux chefs d'entreprise, justement sur le renforcement et le recours au télétravail. Le gouvernement et la ministre du Travail en particulier a réuni les partenaires sociaux à Paris pour travailler sur ces sujets. Les choses ont été dites donc sur cette demande. Les partenaires sociaux, que ce soit les représentants des chefs d'entreprise ou les représentants des salariés, se sont exprimés, reconnaissant effectivement la nécessité de mettre en place ce télétravail, de mettre en place ces mesures de prévention. Ils ont insisté aussi sur la difficulté à le faire, la difficulté qui porte sur l'organisation même du travail, qui sur le long terme doit être repensée, et sur la définition de ce qui est télétravaillable ou pas, et comment ça se met en place, et aussi sur la situation des salariés qui, à la longue, et on le ressent tous d'ailleurs, commençons à être usés, fatigués par ces organisations et cette mise en place du télétravail. Donc ça a été exprimé. Pour autant, il est important, alors qu'on est dans une situation sanitaire qui continue à être extrêmement difficile, je ne dirais pas qu'elle se dégrade, mais en tout cas, elle est très difficile. Et pour autant, donc, il faut absolument qu'on travaille collectivement sur ce télétravail. Donc, il y a un message collectif qu'on doit passer auprès des chefs d'entreprise. Alors, ce qui a été dit et répété, moi aussi je le répète, c'est que le télétravail, à l'heure actuelle, tant qu'on est dans cette situation de crise, ça reste la règle pour toutes les activités qui le peuvent, et que le retour sur le lieu de travail ne peut être considéré que comme dérogatoire. Il peut être dérogatoire de façon très courte, dans la limite d'un jour par semaine, et pour les salariés qui en ressentent le besoin. Donc j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que la consigne et la règle qu'on essaye de pousser, c'est vraiment le télétravail et la mesure de droit commun. Et la présence au bureau, elle doit s'expliquer, elle doit se justifier parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement, parce qu'il y a une situation personnelle du salarié qui l'exige. Pour ça, le ministère a retravaillé le protocole national qui traite des sujets de santé et de sécurité des salariés sur le lieu de travail. C'est un protocole que Virginie reprécisera tout à l'heure et commentera. Il a été donc actualisé récemment à la fin du mois de janvier, et il prend bien en compte ces questions de gestion dans la durée de la crise. Ce qui a été demandé aussi par la ministre du Travail, c'est une mobilisation des services, de ces services, et en particulier de l'inspection du travail, pour justement aller vérifier que le télétravail était bien appliqué dans les entreprises, partout où il pouvait l'être, où il devait l'être. Et donc, moi, en tant que patron de l'inspection du travail en Occitanie, j'ai demandé à mes services d'être extrêmement vigilants sur ce sujet. Alors, être vigilant, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas forcément aller tout de suite sur la sanction, mais aller sur un
contact avec les chefs d'entreprise, passer des coups de fil pour vérifier que le télétravail est bien mis en place, vérifier qu'à chaque fois qu'il y a des contacts entre un inspecteur du travail et une entreprise, ce point a été abordé. Donc, on est dans l'explication, dans la sensibilisation, dans les recommandations pour essayer d'accompagner et d'orienter au maximum les chefs d'entreprise. Et puis, éventuellement, si on s'aperçoit que les choses ne sont pas mises en place et qu'il n'y a pas une volonté suffisante d'avancer de la part du chef d'entreprise, on peut aller sur des mesures un petit peu plus coercitives. Donc pour l'instant, on n'en a pas eu énormément en Occitanie, mais c'est toujours le cas. Et j'insiste là-dessus, les services de contrôle de l'inspection du travail, ils sont vraiment mobilisés sur ce sujet, sur cet accompagnement, parce que les questions de santé et de sécurité au travail sont absolument importantes. Et puis, ce qui a été demandé aussi, c'est une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Donc, j'ai parlé des partenaires sociaux tout à l'heure. On en a parlé dans les différentes instances au niveau régional qui traitent de ce sujet entre organisations patronales et organisations syndicales. Mobilisation des autres acteurs, enfin les acteurs de la prévention qui sont nombreux aujourd'hui à ce séminaire, les services de santé au travail, la RACT, les caisses, la CARSAT, tous les acteurs de la prévention qui ont un rôle absolument essentiel d'explication, de sensibilisation, d'accompagnement des chefs d'entreprise et des salariés. Et cette concertation qui a lieu à l'échelle des structures et des organisations patronales et syndicales, on doit la retrouver aussi au sein des entreprises. Et ça, c'est un sujet qui est absolument important parce que quand on touche à ces questions d'organisation au sein même de l'entreprise, ça renvoie à des négociations, des concertations, des échanges qui doivent avoir lieu entre les salariés et leurs dirigeants dans chaque entreprise. Donc, ça renvoie aussi à quelque chose d'absolument essentiel qui est au cœur aussi des sujets de préoccupation de la directe, c'est les négociations, le dialogue social dans les entreprises. Alors, une fois qu'on a dit ça, et pour pas être trop long, moi j'ai parfaitement conscience que le sujet est compliqué. Il est compliqué parce que ça touche effectivement, comme je l'ai dit, à des questions d'organisation du travail. Et c'est pas simple quand il faut le mettre dans la durée. Ça touche à des questions aussi de la volonté des salariés de continuer à télétravailler. Et on l'a tous constaté dans nos organisations. Il y a les salariés ou les agents demandent eux-mêmes à revenir travailler, à revenir en présentiel, parce que le travail complètement à distance est quelque chose de compliqué à mettre en place et à vivre dans la durée. Et puis, il y a des questions qui ne sont pas simples parce que au-delà de l'organisation, ça touche même à la nature même du travail. Qu'est-ce qui est télétravaillable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment on définit justement des tâches qui peuvent être faites à la maison et celles qui peuvent pas l'être. Donc ça, c'est une vraie réflexion de fond qui montre que la situation est compliquée à mettre en place. Moi, je suis absolument conscient que tant les chefs d'entreprise que les services de santé au travail, que les acteurs de prévention sont pris dans une sorte de grand écart entre la protection des salariés qui est liée au risque de la Covid elle-même, et puis les questions de la santé mentale et des risques psychosociaux qui pèsent aussi sur ces salariés. Donc ce grand écart, c'est à nous de le gérer, c'est à nous d'accompagner les entreprises et les salariés sur ce sujet. Voilà. La réponse qu'on a, c'est une réponse collective qu'on doit avoir. Je sais que la RACT est là, déploie des dispositifs, a été mobilisé sur Objectif Reprise, dont on parlera peut-être tout à l'heure, que tous les services de santé au travail, dans les contacts qu'il y a avec les salariés, les chefs d'entreprise, sont dans cet accompagnement, et que même l'inspection du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur des aspects répressifs, on est sur des aspects sensibilisation et accompagnement. Donc voilà, moi le message, c'est une mobilisation collective, il faut y aller sur le télétravail. Et puis je vais terminer là-dessus. Moi, en tant que responsable de la directe, je suis à la tête d'un service de 800 personnes et on est en télétravail massivement. On a 10% des agents qui sont en présentiel et puis le reste est en télétravail.
même s'ils reviennent de temps en temps. Et les questions que j'ai posées sur l'organisation, sur la façon dont on fait durer ça dans le temps, sur la façon dont on accompagne les agents, ça fait partie aussi, moi, de mes préoccupations. Donc, je suis intéressé de tout ce qui peut sortir en termes de mesures d'accompagnement, parce que moi aussi, et les agents de la directe sont bénéficiaires aussi de ces réflexions et de cet accompagnement. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Mon message, c'est simplement une mobilisation collective et un travail absolument nécessaire qui va s'inscrire dans la durée. Voilà, je ne suis pas plus long, je repasse la parole à qui veut la prendre. Je ne sais pas si c'est Frédéric ou tout de suite Virginie. En tous les cas, merci beaucoup Christophe, et le message était clair et je pense arriver à destination. C'est bien Virginie qui prend la suite. Oui, bonjour Virginie Nec, donc responsable service santé sécurité. Effectivement, comme l'a souligné Christophe Lerouge, aujourd'hui le télétravail n'est pas une option, c'est une règle et elle s'inscrit dans un cadre. Et c'est un peu ce cadre que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Donc voilà. Donc il me semble important de revenir sur quelques repères et un cadre légal dans ce contexte sanitaire particulier. D'abord, définir le télétravail. Alors, le télétravail, c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est exécuté par un salarié hors de ses locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Bon, bien entendu, dans le cadre de la crise sanitaire, on n'est pas nécessairement sur une volonté du salarié et ça, je vais y revenir. Donc, le cadre juridique, c'est un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, une loi qui a suivi quelques années après en 2012 puis en 2016, le tout ayant été codifié aux articles L1222.9 à L1222.11 du Code du travail. Et puis, dernièrement, ça ne vous a pas échappé puisque c'était d'actualité en fin d'année, un accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail. Or, quand on dit accord, ce n'est pas contraignant, c'est bien un accord entre partenaires sociaux pour orienter, accompagner ce télétravail. Et d'ailleurs, c'est sur cette base que vous, en tant qu'employeur ou vous, en tant qu'acteur de la prévention, vous devez accompagner la mise en place du télétravail. Donc, que dit en quelques mots l'accord LANI du 26 novembre 2020 ? Il dit le télétravail est mis en place par accord collectif ou à défaut dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE s'il existe. Il est possible également par accord de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Évidemment, dans le cadre de la crise sanitaire, on n'est pas nécessairement dans le cadre d'un accord, ni nécessairement dans le cadre d'une volonté du salarié, je le répète. Il dit que certains postes de travail sont éligibles au télétravail et d'autres non, et ça, c'est à négocier avec les organisations syndicales. Cet accord dit qu'il devrait y avoir un double volontariat pour sa mise en place et que la mise en place du télétravail est réversible et qu'un retour du télétravailleur sur l'emploi est possible. Il dit aussi, et ça c'est tout à fait vrai, y compris dans le cadre de la crise sanitaire, que l'employeur doit prendre en charge les frais professionnels, que le salarié a droit à la déconnexion et que la prévention des risques s'applique également aux salariés en télétravail. Il précise ce qu'est le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. Et il indique qu'il faut maintenir le lien entre les télétravailleurs et les organisations syndicales de l'entreprise. Comme l'a souligné Frédéric Dumalin, en fait, cette crise sanitaire a accéléré le processus de mise en place du télétravail. Pour exemple, en 2020, 700 accords d'entreprise ont été signés sur cette thématique, au niveau national, bien entendu. Donc, moi, je souhaite quand même revenir sur cette situation exceptionnelle qui nous occupe aujourd'hui. Il y a un protocole national entreprise qui a été mis en place par le ministère du Travail et qui a été mis à jour le 16 février 2021.
Ce protocole, il rappelle les principes généraux de prévention. Et qu'est-ce qu'il dit en premier lieu? Il dit « Il appartient à l'employeur d'éviter les risques d'exposition au virus. Et pour éviter ces risques, il faut mettre en place le télétravail. » Il dit aussi que l'employeur doit évaluer les risques qui ne peuvent être évités, donc en mettant à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Il dit qu'il faut privilégier les mesures de prévention collective en organisant le travail pour les tâches qui ne peuvent pas être télétravaillées. Je parle bien de tâches et non de métiers, et j'y reviendrai. Et il dit qu'il faut veiller, bien entendu, et ça c'est un effort collectif, comme l'a souligné Christophe Lerouge, au respect des gestes barrières, des mesures d'hygiène et des mesures de protection collective. Les uns vont avec les autres. Hein. Donc, le principe, il est simple, c'est télétravailler à 100% dès lors que c'est possible. C'est-à-dire que lorsque toutes les tâches peuvent être télétravaillées, elles doivent l'être. L'objectif, il est aussi très simple, c'est limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile-travail. Donc, éviter l'exposition au virus. Parce que souvent, certains employeurs me disent « Oui, mais dans l'entreprise, on porte le masque, les salariés ont des bureaux individuels. » Oui, effectivement. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils déjeunent? Y a-t-il des lieux de rencontre de salariés? Est-ce qu'ils prennent les transports en commun? Et le télétravail vise à éviter, éliminer tous ces risques. Comme l'a souligné Christophe Lerouge, parfois un salarié qui travaille un salarié qui télétravaille à 100% souhaite revenir en présentiel. Et ça va être possible à sa demande et pas sur volonté de l'employeur, si c'est indispensable pour lui de revenir une journée par semaine. Par contre, il va falloir dans ce cadre-là être particulièrement vigilant à ce que cette possibilité ne soit pas à l'origine de nouveaux rassemblements. C'est-à-dire que qu'on n'expose pas ce salarié au virus. Donc, dans le cadre de la crise sanitaire, le télétravail, c'est pas un accord de gré à gré. Même en l'absence de charte ou en l'absence d'accord, en cas de circonstances exceptionnelles, les textes sont clairs, le télétravail constitue un simple aménagement du poste de travail. C'est-à-dire que la décision relève du pouvoir unilatéral de l'employeur et il peut être imposé aux salariés sans formalisme particulier. Mais ce qui est important de souligner, je crois, c'est que ce télétravail, il doit nécessairement être mis en place dans le cadre d'un dialogue social constructif. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il existe un CSE et ce CSE, il doit être consulté, il doit être informé de la mise en place du télétravail. Bien que parfois l'employeur puisse le faire postérieurement à la mise en place de ce télétravail, les représentants des salariés doivent nécessairement être consultés, être informés et être associés à cette mise en place pour que le télétravail soit une réussite, dirais-je. Et ce qui est important aussi, c'est que il ne s'agit pas d'identifier les métiers qui sont télétravaillables ou non, il s'agit d'identifier les tâches qui sont télétravaillables ou non. Il y a des métiers, on pourrait se dire, ben non, on ne peut pas faire télétravailler les salariés. Je prends l'exemple d'un technicien de maintenance. Mais peut-être ce technicien a-t-il des tâches de back-office qui peut, alors j'aime pas trop ce terme, mais a-t-il des tâches de bureautique, dirais-je, qui pourrait effectuer à partir de chez lui et en télétravail. Et c'est important que vous, en tant qu'employeur, vous puissiez déterminer telle tâche on peut télétravailler, telle tâche ce n'est pas possible. Et toutes les tâches télétravaillables, je le répète, doivent l'être. Bien entendu, cette identification devra se faire en concertation étroite avec les représentants du personnel. Ce qui est important également de rappeler, c'est que dans le cas du télétravail, les salariés en présentiel et les salariés en télétravail ont une égalité de traitement. C'est-à-dire que le télétravailleur a exactement les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Ça implique quoi? Ça implique qu'il a droit à ses temps de pause et à ses temps de déjeuner. Ça implique qu'on doit bien faire la différence entre ses temps de travail et ses temps de repos et que ce doit être clair. Il a le droit lui aussi à la déconnexion. C'est pas parce qu'il travaille à côté qu'il travaille à partir de chez lui qu'on peut l'appeler à tout moment et le solliciter à tout moment. Ça signifie
aussi que l'employeur peut surveiller l'activité de ses salariés, mais que de manière générale, aucun dispositif ne doit conduire à une surveillance constante et permanente de son activité. Je crois que c'est nécessaire de repréciser certaines choses. Le télétravail, par définition, c'est du travail. Donc, on ne peut pas pratiquer ou demander à son salarié de pratiquer du télétravail pendant ses jours de congé. Le télétravail n'est pas non plus de l'activité partielle, c'est-à-dire qu'on peut alterner moment de travail ou de télétravail et activité partielle. Par contre, l'employeur qui demande à ses salariés de travailler et même de télétravailler alors qu'ils sont en même temps en activité partielle, bien entendu, s'expose à des sanctions. Et puis, l'employeur a un certain nombre d'obligations à l'égard du télétravailleur. Déjà, il doit prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail. Je pense aux coûts matériels, logiciels, abonnements, ordinateurs, techniques, etc. Il doit aussi informer le salarié de toute restriction à l'usage de ces équipements. Et enfin, il doit lui fixer des plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. Et enfin, ce qui est très important de dire, c'est que l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard du salarié placé en télétravail. Et le télétravail comporte de multiples risques en matière de santé-sécurité. Christophe Lerouge a parlé des risques psychosociaux et c'est une réalité, mais il y a d'autres risques type troubles musculo-squelettiques ou visuels, obésité, etc., etc. Et c'est à l'employeur aussi d'évaluer ces risques et de les prévenir. Pour cela, il peut s'appuyer sur les services de santé au travail qui, je le sais, sont très nombreux aujourd'hui. Il peut aussi relayer le numéro vert qui existe et qu'a mis en place le ministère du Travail. C'est un numéro d'écoute et de soutien et de conseil aux télétravailleurs et vous le voyez s'afficher à l'écran. Donc ça, c'est peut-être des informations à relayer auprès de vos salariés en télétravail. Enfin, et j'en terminerai par là, le système d'inspection du travail a effectivement un rôle d'accompagnement à jouer dans la mise en place de ce télétravail un peu exceptionnel, puisqu'on est dans des circonstances exceptionnelles. Donc, il va pouvoir accompagner les entreprises, les salariés, les partenaires sociaux. Il a aussi un rôle de contrôle du respect effectif de ces mesures contenues dans le protocole sanitaire. Le système d'inspection du travail veillera aussi aux conditions de travail des salariés dont les tâches ne peuvent être totalement télétravaillées puisque certains salariés alternent télétravail et travail en présentiel. Et également, il y a beaucoup d'acteurs de la prévention ici présents qui sont là pour vous accompagner dans la mise en œuvre et la mise en place du télétravail. Donc, bon, bien entendu, en premier lieu, votre médecin du travail, votre IPRP, votre service de santé au travail. Mais il y a aussi la CARSAT, il y a aussi les partenaires sociaux au sein de votre entreprise qui peuvent aussi vous écouter et vous accompagner. Et je crois que c'est important de faire appel à tous ces relais. Et bien entendu, il y a la RACT. Donc, je vais par là laisser la parole à Lucille qui va vous expliquer un petit peu et vous aiguiller dans la mise en place et la mise en œuvre surtout de ce télétravail. Mais avant tout, est-ce qu'il y aurait des questions particulières sur ce que je viens d'exposer? Alors pour le moment, pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui est destiné sur la droite de votre écran. Mais pour l'instant, pas de questions particulières. Mais on reviendra plus tard consulter cet onglet pour répondre à toutes les questions qui auraient été déposées ici tout à l'heure. Moi, enfin, si vous voulez, en conclusion, je pense qu'il y a 3 choses à retenir. C'est que, d'une part, nous sommes dans le cadre d'une crise sanitaire qui est très exceptionnelle. Donc, dans ce cadre-là, le télétravail n'est pas une option. Le télétravail est obligatoire, mais vous pouvez être accompagné dans ce cadre et c'est un peu ce que va vous exposer Madame Herrera. Et enfin, et je crois qu'il faut le retenir, c'est qu'un salarié placé en télétravail ou un salarié qui travaille en présentiel ont droit à une égalité de traitement.
on ne peut pas faire une différence entre les deux. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, Lucille. Merci beaucoup. Du coup, en effet, là, l'objectif, c'est après avoir balayé le cadre légal avec Virginie, le but, c'est d'essayer de partager quelques repères sur les leviers pour l'action en se questionnant sur les axes d'amélioration et comment mener une démarche pour essayer d'améliorer le télétravail, vu que, comme ça a été dit, et je ne vais peut-être pas revenir dans le détail dessus, mais en effet, ce télétravail a été imposé de façon massive et à temps plein, avec des situations assez exceptionnelles et variées. Et là, on voit que c'est une situation qui dure dans le temps, qui se pérennise, et donc du coup les questions sont plus exactement les mêmes, et donc les enjeux d'accompagnement se posent différemment, et l'idée de cette présentation, c'est comment après quelques mois de télétravail vous aider dans votre questionnement et possiblement peut-être être accompagné par un appui extérieur sur des sujets prioritaires pour vous et en fonction de vos besoins, et on y reviendra. Donc, on l'a dit, beaucoup de risques spécifiques avec à la fois des risques, soit des renforcements, soit des accélérations de risques existants, soit des nouveaux risques. On l'a vu autour de l'infobésité, de l'hyperconnexion, des questions autour de l'autonomie qui se posent différemment dans ces questions de télétravail, mais aussi des effets positifs qui font que le télétravail est aussi reçu comme une opportunité, aussi bien dans les nouvelles pratiques managériales qui sont construites autour du soutien et de la confiance, aussi bien par exemple du fait de la réduction du coût de transport que ça représente, la question aussi de nouveaux apprentissages dans le fonctionnement individuel et collectif. Donc du coup, voilà, avec des opportunités, mais aussi des risques. Donc tout ça va se questionner à la fois dans la démarche d'amélioration et d'accompagnement du télétravail et également dans la prévention des risques, comme ça a pu être dit, par exemple, à travers le document unique ou le soutien psychologique auprès du personnel, etc. Donc, un petit peu pour se dire pourquoi chercher à accompagner ou à améliorer l'organisation du télétravail, il y a plusieurs niveaux de réponse qui peuvent être, plusieurs niveaux de réponse à ces questions. À la fois, parce que ça a été dit déjà plusieurs fois, que c'est une mesure de prévention du risque sanitaire. L'objectif est aussi de tendre vers un télétravail soutenable, efficace et concerté. Et donc, du coup, dans ce cas-là, de limiter les impacts négatifs sur les conditions de travail et la performance. Et en effet, une des hypothèses que l'on peut voir, c'est que les effets aussi, les conséquences négatives du télétravail qui s'installent dans la durée et que l'on peut ressentir maintenant, c'est parce qu'il a été mis en place de façon précipitée et urgente. Et donc, du coup, c'est comment maintenant, en voyant que ça s'inscrive dans la durée, on essaye de l'intégrer comme un mode d'organisation dans votre entreprise, même peut-être après la crise. Et on le voit, beaucoup de structures, d'entreprises disent on va intégrer le télétravail en partie, même hors contexte de crise sanitaire. Donc, pour ça, il faut le pérenniser. Et donc, ça demande de prendre un peu de recul sur son organisation et d'essayer d'identifier des axes d'amélioration. Et se préparer alors à un éventuel nouveau confinement, en espérant bien évidemment que l'on y échappe. Mais en effet, voilà, c'est aussi une des possibilités et du coup, une des choses qui peuvent des fois motiver la volonté d'être accompagné et d'améliorer l'organisation du télétravail. Sachant que les principaux repères que je vais vous présenter ensuite, en effet, découlent des principales expérimentations que l'on a faites sur ce sujet-là du télétravail. Et quand je dis nous, c'est le réseau Anactaract. Et donc, vous verrez tout au long de ce support, je vais faire allusion à des ressources documentaires, webinaires déjà diffusés, etc., avec des liens pour que vous puissiez, en fonction des sujets, des thématiques qui vous intéressent, approfondir, vu qu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans un délai contraint, vu qu'on va être ensemble jusqu'à 15h15, comme c'était indiqué dans l'invitation. Donc, peut-être dans cette idée de mener une démarche en 3 étapes, en tout cas, c'est ce qu'on propose pour améliorer, réorganiser le télétravail. En partant du principe qu'aujourd'hui, la majorité des structures concernées par cette question du télétravail ont déjà mis un pied dans la démarche et donc du coup qu'on est plutôt sur une réflexion autour de l'améliorer, le réorganiser et que vous ne partez pas d'une page complètement blanche. Donc on se dit 3 étapes clés, préparer et piloter donc cette démarche pour essayer de l'améliorer, le télétravail. 2e étape, c'est évaluer et ajuster votre existant et on va y venir. Et la 3e, c'est comment vous réorganiser, vous déployer et pérenniser la démarche que vous aurez identifiée.
Sur préparer et piloter, on identifie 4 points clés. Le fait que ça doit passer dans l'idéal par une démarche participative. Et si présence du CSE, et bien du coup, il faut les intégrer dans ces questions-là de pilotage d'une démarche qui va viser à identifier les axes d'amélioration de votre télétravail. Autre piste, c'est de définir les enjeux du télétravail dans votre structure. Ce que l'on voit beaucoup, c'est que maintenant que le télétravail se pérennise, les enjeux peuvent être variés à un niveau économique, à un niveau social, et qu'en fonction aussi des populations présentes dans la structure, tout le monde n'a pas les mêmes ententes et les mêmes enjeux autour du télétravail. Une direction et un management peut y voir un intérêt des fois économique, par exemple, de réduction de surface de bureaux, peuvent aussi y voir un enjeu d'accompagnement vers un nouveau mode de management autour de la confiance, de l'autonomie. Et le personnel peut y voir des enjeux de conciliation vie pro vers vie personnelle. Donc, dans cette étape de préparer, de piloter un peu cette démarche, c'est déjà faire un petit état des lieux de quels sont les enjeux pour votre structure de ce télétravail et de les partager pour partager vos représentations. Et ça va vous donner aussi un fil conducteur pour la suite de vos actions sur l'amélioration de votre organisation de télétravail. Décrivez votre organisation actuelle du télétravail, où vous en êtes. Et donc ensuite définir les prochaines étapes de votre organisation, de votre démarche, pardon. Et donc c'est aller vers comment vous allez évaluer vos activités télétravaillables et en vue d'ajuster. Donc la deuxième étape, c'est évaluer et ajuster, comme je viens de le dire. Et donc là, ça va être le fonctionnement de votre organisation de télétravail que vous allez essayer d'évaluer au sens, comme je disais, prendre un peu de recul et essayer de voir ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné. Pour cela, et ça a été bien dit par Virginie Nègre et Christophe Lerouge, l'un des enjeux va être d'analyser les activités télétravaillables et donc en associant les salariés et l'encadrement concerné. Et donc, on parle bien d'activités et pas de postes. Et ça, c'est essentiel. Hein, c'est de se dire qu'un poste tout entier ne sera peut-être pas télétravaillable, alors qu'à l'intérieur, certaines activités le seront. Traiter les 5 dimensions organisationnelles, et c'est un point que je vous présenterai ensuite, c'est que du coup, le réseau ANACT-ARACT a développé une petite grille de lecture autour de 5 dimensions organisationnelles pour vous aider à vous questionner au bon niveau sur quelles sont les dimensions à prendre en compte dans les questions de télétravail et les questions à vous poser pour essayer d'identifier les ajustements nécessaires et potentiellement élaborer un nouveau modèle ou des nouveaux repères dans votre télétravail. Et la troisième étape que l'on retrouve, c'est réorganiser, déployer, pérenniser, c'est-à-dire une fois que vous avez fait ce retour d'expérience, identifier les activités télétravaillables et identifier les ajustements nécessaires, vous allez construire ou adapter le cadre du télétravail existant. Ça peut être par exemple une charte ou un accord. Vous allez préparer et déployer un plan d'action d'amélioration et qui sera peut-être à plusieurs niveaux autour des 5 dimensions qu'on verra tout à l'heure, que ce soit au niveau des outils, que du collectif comme du management. Et définissez les modalités de suivi, vu qu'en effet, il est préconisé, ça vous allez le voir à différents niveaux, que ce soit dans l'accord national interprofessionnel ou par des acteurs de la prévention, de s'assurer aussi d'avoir des modalités qui vont vous permettre de suivre cette nouvelle déclinaison du télétravail, dans l'objectif de pouvoir en tirer des expériences et des ajustements. Premier zoom que je vous propose, c'est pour vous illustrer un petit peu les outils possibles, mais vous allez le voir sur le réseau ANACT-ARACT, il y en a un certain nombre. On a créé un kit, et donc il y a ici un qui est associé, donc en bas à droite, associé le télétravail et la QVT. Donc là, c'est un kit assez opérationnel justement qui reprend les grandes étapes. Et vous allez par exemple trouver une grille sur les enjeux, ce que j'évoquais juste avant, hein, les différents enjeux pour vous aider à le faire chez vous. Vous allez aussi retrouver des repères sur comment mener une démarche pour identifier les activités télétravaillables. Et vous voyez, c'est un exemple de petit tableau de bord assez basique, mais dans le kit un télétravail, vous allez le retrouver un peu plus dans le détail, où on va vous inviter à identifier pour chacune des activités celles qui sont télétravaillables et peut-être aussi essayer d'identifier quels sont les freins ou les difficultés éventuellement repérées déjà pour passer ou pour être en télétravail et du coup, quels sont les moyens les conditions à mettre en œuvre pour s'assurer que le télétravail se passe au mieux sur l'activité définie.
Donc voilà, donc ça peut être aussi une question, c'est des repères que l'on vous propose et des outils que vous retrouverez sur les sites avec les liens ici en bas à droite. Deuxième élément clé à partager avec vous cet après-midi, comme on a partagé les 3 grandes étapes pour déployer une démarche qui va vous inviter à réfléchir à comment améliorer l'organisation de votre télétravail, on vous propose les 5 dimensions organisationnelles du télétravail qui font repère et je vais petit à petit vous les décliner avec des exemples de questions autour de chacune de ces 5 dimensions. Et donc, du coup, première dimension, alors elles ne sont pas hiérarchisées, mais ce qui est important, c'est de voir l'approche qui fait système et systémique, que ces 5 dimensions sont étroitement liées. Et donc, on va retrouver espace et lieu de travail, outils numériques, organisation des temps. Et donc, le des temps au pluriel est important, on y reviendra. La notion de collectif et collectif de travail. Et ensemble, management et charge de travail. Vous voyez, charge de travail a été reliée au management, mais on voit bien que ça, c'est quelque chose de transverse qui est aussi à cheval entre les questions d'organisation du temps, de collectif, d'outils. Mais voilà, du coup, là, l'idée, c'est bien de montrer quand même que tous ces éléments, ces 5 dimensions font système, mais de vous aider à avoir une grille pour vous questionner, que ce soit dans votre retour d'expérience, que dans vos pistes d'action, voire même pour aller vers une charte ou un accord. Donc, si on commence à rentrer un petit peu dans le détail, les 2 premières dimensions que je vais commencer à détailler, c'est espace et lieu et outils numériques. Dans espace et lieu, c'est par exemple, quel est le lieu principal de télétravail? Aujourd'hui, on le voit et au regard des recommandations sanitaires, c'est majoritairement le domicile. Mais c'est vrai que dans des accords télétravail, on peut voir aussi des questions de réflexion autour des tiers-lieux pour justement aussi avoir à la fois des fois du collectif et pourtant de réduire les contraintes de déplacement. Autre exemple de question, c'est quelles sont les conditions d'aménagement de l'espace et du poste de travail? Quels sont les moyens, actions à déployer pour améliorer ces questions d'aménagement et de poste? Dans les outils numériques, on va retrouver quel outil expérimenter collectivement en fonction des usages et des besoins. Et donc, du coup, cette analyse du besoin et pour choisir les outils adaptés est aussi important. Et on voit, hein, il y a eu beaucoup de nouveaux outils et on s'est tous familiarisés avec. Mais là, maintenant, c'est aussi des choix qui se passent dans les structures de quel outil on veut garder, etc., pour quel usage, pour quel besoin. Quel équipement et compétences numériques nécessaires? Et c'est vrai que voilà, on le voit, il y a la question des équipements et du coup qui peut des fois demander d'avoir des achats supplémentaires, une façon différente de renouveler le parc informatique et de gérer son parc informatique, et aussi la question des compétences du personnel qui peut se poser pour la prise en main de ces outils. Autre dimension, et vous les présente volontairement ensemble, hein, vu qu'elles sont particulièrement liées, sur l'organisation des temps, c'est comment articuler les temps de vie professionnels, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre journée ou de notre semaine professionnelle, on va avoir des temps qui sont plutôt dédiés à la collaboration interne, des temps qui sont plutôt dédiés à des tâches de back-office, entre guillemets, hein, de tâches en tout cas administratives par exemple et de bureau et qui demandent de la concentration. On peut avoir aussi des tâches avec du relationnel, mais plutôt avec des prestataires, des clients et donc externes. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'on va appeler la question des temps professionnels et de comment ils s'articulent avec des choix qui peuvent des fois être faits, hein, d'avoir des temps privilégiés dans la semaine qui vont être dédiés au temps de réunion interne pour justement s'assurer de la disponibilité et du partage. Comment concilier les temps professionnels et les temps personnels? Donc là, on est plutôt sur les enjeux de vie pro, vie perso, avec justement l'autre question qui va questionner les pratiques du droit à la déconnexion et notamment qu'est-ce qui existait avant cette période de crise sanitaire et comment ça se matérialise aujourd'hui dans la crise sanitaire ou les mesures prises ou à prendre pour justement s'assurer que le droit à la déconnexion puisse être utilisé par chacun d'entre nous. Concernant le collectif de travail, beaucoup de questions se posent aujourd'hui autour des liens. Comment maintenir les liens et l'inclusion dans les collectifs à distance? Comment prévenir le risque d'isolement ou les difficultés de retour sur site? C'est vrai qu'on a des expressions, que ce soit de managers, de personnel, qui expriment le fait que certains salariés ou personnels ont en effet dans le télétravail trouvé une forme d'équilibre et qui du coup, voire même une crainte ou un souhait pas vraiment affiché de revenir sur le site. Et donc du coup, ces questions aussi... alors pas sur le court terme, hein, mais en tout cas vont se poser et donc nous interrogent sur comment on maintient un collectif de travail lorsqu'on a une partie importante de notre personnel qui est à distance.
Sur le management et la charge, c'est la dernière dimension que je voulais vous proposer ici. C'est des questions qui vont tourner autour de quels sont les principes partagés de management à distance, et c'est comment du coup, quand on a un noyau entre guillemets d'encadrement de proximité, comment on partage des repères sur c'est quoi nos principes de management à distance, vers quoi on veut tendre, etc. Quels sont nos points de vigilance? Quel soutien pour suivre les équipes, et donc comment les managers eux-mêmes aussi sont outillés pour pouvoir soutenir leur équipe. Quelles spécificités professionnelles des collaborateurs sont à intégrer dans le mode de management, c'est-à-dire que quand on entend spécificité, ça peut par exemple être la question d'un nouvel arrivant qui est là depuis 1 mois, 2 mois, ça va être des spécificités à prendre en compte. Pour du télétravail, c'est quand même un petit peu différent que si on a quelqu'un avec une ancienneté de plusieurs années. Autre spécificité qu'il peut y avoir, c'est une maladie chronique évolutive d'un personnel avec du coup des questions de temps thérapeutique, etc. Ça doit être aussi pris en compte dans la façon de manager et d'accompagner le télétravail et ces personnes-là plus spécifiquement au regard de leurs caractéristiques personnelles et professionnelles. Quelle organisation pour la gestion et la régulation de la charge de travail? C'est un vrai sujet indépendamment du télétravail, et on le voit, les premiers retours d'expérience qu'on a sur le télétravail font qu'en effet, souvent, et que ce soit dans les sous-activités ou la suractivité, lorsque les personnes étaient plutôt en sous-charge ou en sous-activité, ça s'est accéléré et intensifié dans le mauvais sens, et de la même façon, les personnes en surcharge sont souvent aussi dans une hyperconnexion, et donc ces contraintes se sont également accélérées et intensifiées. Donc l'enjeu de la régulation et de la planification de la charge reste essentiel. Est-ce que l'organisation du télétravail réinterroge les dimensions du processus d'évaluation et d'évolution professionnelle? Donc ça, c'est une question aussi assez importante que l'on commence à voir émerger, qui est notamment quand la situation dure dans le temps, cette question du télétravail et de l'évaluation à la fois professionnelle ou de l'accompagnement monté en compétences en distanciel peut venir devoir réinterroger les processus RH autour de ces questions-là. Et donc ça aussi, ça doit passer par de l'échange en interne dans les structures avec les partenaires sociaux lorsqu'il y en a, pour justement réfléchir à est-ce que ces processus doivent être adaptés, et si oui, de quelle façon, notamment des trames d'entretien d'évaluation ou des façons de mener des entretiens réguliers sur le travail, vu qu'on a moins d'informels si on ne le crée pas, etc. Donc voilà pour les 5 grandes dimensions organisationnelles que je voulais vous présenter. Là, c'est la petite planche de synthèse qui est un peu chargée, c'est pour ça que je l'ai volontairement décortiquée. Et du coup, je vous propose un petit sondage qui est sur ces 5 dimensions, et c'est la page juste après. Sur ces 5 dimensions présentées, lesquelles devraient être davantage prises en compte pour améliorer les conditions de travail dans votre entreprise. Et donc là, il y a ma collègue du coup Anne Courtet qui normalement va mettre en place la partie sondage, donc qui est en haut à droite de votre onglet, enfin du petit bandeau qui s'affiche à droite de votre écran. Et donc, si vous voulez, je peux vous remettre les 5 dimensions où l'objectif, c'est à aujourd'hui, où vous en êtes, vous diriez que pour améliorer les conditions de travail, il faudrait agir en priorité sur laquelle de ces 5 dimensions. Alors, pendant que nos participants répondent au sondage, qui se situe sur la droite de votre écran, je vous propose, Lucille et Virginie, de jeter un coup d'œil à l'onglet questions, parce que plusieurs personnes là nous ont posé quelques questions. Alors, je ne les prends pas dans l'ordre, mais j'en signale une première qui est vraiment en relation directe avec ce que tu viens de dire, Lucille. Une question qui porte sur la prise en compte justement du développement des compétences nouvelles et du parcours professionnel. Quels sont les moyens, par exemple, qui peuvent être mobilisés pour répondre à ces questions?
Alors, du coup, donc la question, c'est en effet, comment prenez-vous en compte la question du développement des compétences nouvelles et du parcours professionnel? Mais là, on le voit bien que dans la dimension, alors management, on pourrait la mettre à plusieurs niveaux. Ça mérite d'être posé et d'être construit en interne de la structure. C'est-à-dire que par rapport à vos processus RH existants autour du développement des compétences et des parcours, comment vous intégrez la question du télétravail dans ces processus RH. Les choses que l'on peut voir, par exemple, on a vu des choses autour des entretiens réguliers et dans le parcours d'intégration des nouveaux. Le parcours d'intégration des nouveaux a été adapté dans une entreprise, justement avec qui j'ai échangé encore la semaine dernière, pour justement intégrer le fait que les nouveaux sont en partie en télétravail, même si eux, ils utilisent de façon systématique, en accord avec le salarié, parce qu'il en avait fait la demande, un jour sur place, et que pendant les 4 jours, il faut un point toutes les semaines avec le manager en distanciel également. Ça peut passer aussi par une adaptation des trames d'entretien d'évaluation professionnelle pour à la fois faire un bilan sur les activités télétravaillées et télétravaillables pour peut-être les faire évoluer et aussi qualitativement, et aussi pour peut-être voir les souhaits et s'assurer qu'il y ait toujours la réciprocité dont Virginie Nègre évoquait tout à l'heure. Voilà, donc en fait, il n'y a peut-être pas de réponse type, mais en tout cas, c'est comment, en repartant de vos processus existants, vous cherchez à les modifier, à les adapter en prenant en compte le télétravail et surtout les mesures qui auront été choisies, de se dire si c'est 3 jours ou 1 jour de télétravail, et ça, je pense plutôt après la crise sanitaire, ou si c'est à 100% comme actuellement. Donc, je sais, c'est une réponse partielle peut-être. Virginie, je ne sais pas si vous voulez compléter sur cet aspect ou pas spécialement. Alors, sur cet aspect, pas nécessairement. Après, je vois qu'il y a beaucoup de questions parce que je suis en train de regarder du coup. Donc, la première question, pour la partie qui me concerne, je vais essayer d'y répondre rapidement. L'employeur est-il obligé de prendre en charge les coûts du télétravail? Existe-t-il un barème? Alors, les coûts, dans la mesure où je dirais oui et non. Si la question c'est existe-t-il légalement une obligation d'indemnité de télétravail, je dirais non. Après, comme je l'ai expliqué, dès lors que le salarié qui télétravaille est un salarié au travail, l'employeur ne peut pas lui imposer d'utiliser, par exemple, son ordinateur personnel. Donc, il devra nécessairement lui fournir un ordinateur si celui-ci, si c'est nécessaire. D'autres questions que moi j'ai eu à traiter autour du maintien des tickets restaurants ou des indemnités de transport, je peux vous dire que à conditions de travail identiques et l'employeur, si le salarié en présentiel bénéficie de tickets restaurants, le salarié en télétravail doit bénéficier également de tickets restaurants. Donc quand on parle de prise en charge de coûts, c'est des coûts globaux, mais c'est oui. Mais il n'y a pas d'indemnité ni de barème légaux par rapport à ça. Voilà. Ensuite, sur la prévention des RPS, puisqu'il y a une question autour des risques psychosociaux, comment prévenir les risques psychosociaux, puisque certains salariés sont un peu désorientés sur ces nouvelles modalités de travail. Le premier réflexe que j'aurais à vous le premier réflexe à avoir, c'est peut-être vous orienter vers votre service de santé au travail qui, lui, va pouvoir vous accompagner dans ce cadre ou vers d'autres acteurs de la prévention qui proposent des outils pour prévenir ce type de risque. Mais il y a aussi une organisation du travail à mettre en place peut-être avec justement, vous parliez tout à l'heure, Lucille, de mettre en place des points réguliers avec le salarié. Bon, mais ça peut être une forme d'organisation où le salarié ne se sente pas isolé. Moi, par exemple, clairement, j'ai une équipe qui télétravaille. Chaque semaine, de manière régulière, je fais une réunion de 2 heures
voilà, chacun s'exprime et je pense que c'est utile à tous. Donc ça, ce sont des techniques, j'allais dire, de management à distance qui permettent aux salariés de ne pas se sentir isolés. Mais la première réflexe à avoir, c'est de vous orienter vers votre service de santé au travail et vers tous les outils qui existent de manière générale sur les risques psychosociaux. Et la dernière, puis après, je veux pas prendre trop de temps de parole à Madame Herrera, mais quand vous dites, est-ce qu'on peut faire une visite à domicile du salarié pour vérifier son poste de travail, je dirais, alors oui, vous pouvez dès lors que le salarié est d'accord. Sans son accord, ce n'est pas possible. Et en plus, si le salarié est d'accord, il y a tout intérêt à le faire avec les représentants du personnel, parce que dans ce cas, c'est pour prévenir les risques, j'imagine, liés au poste de travail, à la configuration du poste de travail. Voilà. Mais ce n'est pas possible si le salarié n'est pas d'accord. Voilà, j'ai un peu non, mais très bien. Non, question sans approfondir, mais… Non, mais comme ça, on peut balayer, justement, on peut peut-être balayer les questions pour après revenir sur le sondage, sachant que vous le verrez dans les pages suivantes, sur chacune des dimensions, on propose de reprendre quelques questions, de reprendre quelques pistes d'action et des ressources aussi complémentaires sur chacun des sujets. Donc voilà, donc vous pourrez aussi aller creuser et approfondir chacune des dimensions. Voilà. Et sur les RPS, en effet, au-delà de la prise en charge des salariés possiblement en situation de souffrance, il y a bien évidemment d'abord toutes les questions d'organisation du travail, de gestion de la charge, de contenu du travail, qui vont être des leviers prioritaires pour essayer de réduire les risques psychosociaux dans le cadre d'une situation télétravail qui dure. Anne, est-ce que tu vois d'autres questions peut-être auxquelles… alors, je vois en effet, alors peut-être celle-là, démarrer la réponse en direct. Une question pratique, pouvons-nous utiliser cette planche dans des documents à destination des managers et responsables de projet? Oui, bien évidemment. Voilà, c'est l'une des vocations du réseau ANAC-TARAC, c'est de produire de la connaissance pour le plus grand nombre. Donc, bien évidemment, l'ensemble du document et des planches que l'on vous propose, en tout cas, voilà, pour celles du réseau ANAC-TARAC, peuvent être utilisées sans souci, bien au contraire, et vous le retrouverez dans tous nos documents de référence. Donc, aucun souci sur ça. Hop, je ne sais pas, Anne, j'ai terminé de répondre, je mets du coup. Hop. Alors, peut-être, est-ce que, Virginie, on continue peut-être sur les questions? Non, mais je pense qu'on peut continuer, on répondra au fil de l'eau. Et on répondra au fur et à mesure? Très bien. Alors, peut-être sur le sondage, est-ce que vous avez pu y répondre? Et Anne, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Alors, sur le sondage, pas de grosse majorité qui se dégage, mais quand même, les principales réponses vont vers management et charge du travail pour 44%. Voilà, donc il n'y a pas de grosse majorité, mais management, charge du travail sont des questions enfin voilà, des problématiques qui questionnent en particulier. Viennent ensuite tout ce qui concerne le collectif, le fonctionnement du collectif pour 19%, les outils numériques pour 17%, espace et lieu pour 14% et organisation des temps pour 6%. Donc je pense que voilà, la question à traiter en priorité, c'est celle du management et charge du travail. Merci pour vos réponses. Oui, merci pour vos réponses. En effet, ça a l'air de bien correspondre aux questions que l'on voit dans le chat. Alors peut-être, voilà, juste sans rentrer dans le détail pour qu'on se laisse du temps pour la dernière partie, les questions-réponses. Comme je disais, voilà, sur chacune des dimensions, on reprend les dimensions organisationnelles en haut et vous retrouvez une petite planche avec les questions. Quelques pistes d'action, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais dans les documents qu'on vous propose en ressources, vous pourrez aller voir, dont certains, par exemple, sur ce sujet-là, qui sont autour de vos services de santé au travail et de l'INRS. Et donc, du coup, voilà, on retrouve à chaque fois quelques pistes d'action. Et donc, si on va en priorité sur celle autour du management, vous allez avoir quelques repères et également des ressources complémentaires. Et notamment, il y a l'ANI aussi du 28 février 2020 sur la question de l'encadrement qui
qui avait déjà posé pas mal de recommandations et de préconisations autour des questions de management à distance. Donc là aussi, vous le verrez. Et également le réseau qui a produit des choses autour de justement comment plutôt travailler en termes de mode de management, plutôt sur objectifs en vue de favoriser la coopération et l'autonomie avec des retours réguliers. Autre élément également sur la charge de travail, là aussi beaucoup d'éléments autour de la charge de travail qui existe avec des outils assez opérationnels, donc 4 choses à savoir sur la charge de travail par exemple, ou coronavirus, télétravail, management à distance, régulation de la charge, quelques repères. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder aussi dans ces documentations. C'est un peu la limite de ce webinaire en 1 heure, 1 heure et quart, c'est qu'on n'a pas la possibilité de rentrer dans le détail de tous, mais avec le support, vous aurez la possibilité d'accéder aux liens et d'approfondir les sujets. Est-ce que peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on passe à la proposition d'accompagnement et on finit avec quelques questions? Virginie, Anne? Oui, c'est parfait. Oui, je pense que c'est le mieux dans le temps qui nous reste. Oui, pour tenir au mieux. Alors, justement, enfin, une fois et je trouve que ça a bien été dit avec la complémentarité de nos regards entre la directe et la RAC, de voir qu'en effet, c'est pas si simple de faire du télétravail un levier de performance et de qualité de vie au travail, et que du coup, voilà, le dispositif Objectif Reprise propose de faire bénéficier aux structures d'être accompagnées, collectivement ou individuellement, gratuitement, alors sur le thème du télétravail, mais pas que, mais là aujourd'hui, on zoome particulièrement sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce dispositif permet aux structures d'être accompagnées. Alors, ça peut être un simple rendez-vous, un peu d'orientation, de questionnement, et pouvant aller jusqu'à plusieurs jours d'accompagnement, individuel ou collectif, pour justement vous aider à à répondre à l'ensemble des questions que l'on se pose aujourd'hui, que ce soit autour des 3 grandes étapes de la démarche, que ce soit autour des dimensions organisationnelles ou de certaines dimensions plus que d'autres, etc. Donc l'accompagnement collectif, quand c'en est un, alors un accompagnement individuel, c'est un peu classique, c'est par un consultant spécialisé sur ces questions-là, vous aurez un accompagnement individuel répondant à vos besoins, ou sinon une possibilité d'un accompagnement collectif qui se décline à la fois en temps de regroupement collectif, donc interstructure, et en temps d'appui individuel pour chacune des structures. Donc c'est un mix entre ces 2 modalités de travail que l'on propose dans une action collective. Et pour chaque entreprise structure, en fonction de ses besoins, l'idée sera de cheminer sur soit les apprentissages issus de la crise sanitaire et les enjeux du télétravail pour chaque structure, les freins, les risques, les opportunités sur le télétravail, à la fois aussi peut-être sur les dimensions techniques, organisationnelles, managériales, et également la construction peut-être d'une démarche projet en vue d'expérimenter d'autres modalités de télétravail et donc de les évaluer et de les pérenniser. Donc là également, on vous met le lien autour de ce dispositif d'accompagnement et je vous propose peut-être de suite un petit sondage pour voir si c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser. Bien évidemment, ça ne vous engage en rien, mais en tout cas, voilà, c'est au regard de ce que nous avons partagé là. Est-ce que l'idée d'un accompagnement gratuit de votre structure sur le télétravail et donc au plus près de vos besoins vous intéresserait? Et donc, avec les 3 modalités, on vous propose les 3 modalités de réponse ci-dessous, je suis intéressée et souhaite y participer, je souhaite plus de renseignements et je ne suis pas intéressée ou pas concernée parce que comme M. Lerouge l'a dit en introduction, il y a par exemple des services de santé au travail qui, eux, vont pas directement bénéficier d'accompagnement, mais du coup qui seraient plutôt concernés par cette 3e modalité de réponse. Donc peut-être pendant ce temps-là, je balaye un petit peu quelques questions. Alors, donc il y a une question justement sur accompagnez-vous jusqu'à la rédaction d'un accord sur le télétravail. Alors, nous, on va surtout pouvoir accompagner le travail de préparation en amont de l'accord, c'est-à-dire, comme on le disait, en repartant des référentiels, que ce soit l'ANI
ou les dimensions organisationnelles de la démarche, c'est vous aider à justement réfléchir au contenu de cet accord et aux différentes spécificités. Après, la négociation en tant que telle, l'exercice de négociation, il va bien se passer entre, voilà, entre les partenaires sociaux et la direction. J'espère que ça répond à la question. Je vois qu'il y a une question autour de la limite de la prise en charge des coûts liés au télétravail. Bon, il y a de la même manière qu'il n'y a pas d'indemnité fixée légalement, il n'y a pas de limite fixée légalement. Comme je vous l'ai indiqué, normalement, c'est à l'employeur de prendre en charge ses coûts. Donc, il n'y a pas de barème, dirais-je. Et après, je vois dans le cadre du maintien de formation en présentiel, donc là, j'allais mettre un petit bémol dans ce cadre-là. Dès lors qu'on peut le faire à distance, vaut mieux le faire à distance, puisque, comme je vous le rappelle, le protocole sanitaire le préconise. Quelles mesures prendre? Eh bien, ce sont les mesures du protocole sanitaire, à savoir une organisation, la distanciation sociale, le port d'équipements de protection adaptée et avec une capacité de filtration suffisante, les mesures d'hygiène, le respect des 1 mètre avec masque et 2 mètres sans le masque, l'aération toutes les heures. Enfin, voilà, le protocole est très clair par rapport à ça. Mais la première question à vous poser dans ce cadre-là, c'est est-ce nécessaire d'avoir des temps de formation professionnelle en présentiel? Est-ce qu'on peut pas les organiser différemment? Il faut vraiment, je crois, dans le cadre de cette crise sanitaire, penser différemment, parce que ce qu'on croyait impossible avant, on se rend compte que ça l'est peut-être. Et on voit aujourd'hui que les modes de communication nous permettent d'organiser, comme on le fait aujourd'hui, des informations à distance, des formations à distance, des réunions à distance et de pouvoir communiquer. Donc, je crois qu'il faut vraiment utiliser tous les outils à notre disposition pour participer justement à cet effort collectif. Peut-être, Virginie, il y a également cette question-là autour de l'entretien préalable au licenciement. Un employeur peut-il convoquer un salarié à un entretien préalable via le télétravail? Alors, via le télétravail, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, pour convoquer un salarié, il faut respecter la procédure. Ah oui, entretien en visio. Donc là, il n'y a pas… normalement, l'entretien préalable, c'est sur le lieu de travail, hein, bien entendu. Si le salarié est d'accord en visio, je crois que ça va être possible. C'était très encadré pendant les premiers confinements, mais aujourd'hui, c'est de la jurisprudence. Donc là, je ne vais pas répondre, puisque comme la jurisprudence, ce ne sont pas les textes. Mais je dirais que déjà respecter la procédure, si vous souhaitez le faire en visio, voir si le salarié est d'accord, et dans le cas où l'entretien se fait en présentiel, respecter bien entendu les gestes barrières, le port des protections, etc. Mais si la question c'est est-ce que la crise sanitaire nous dispense de respecter toutes les modalités de procédure dans le cadre d'un entretien préalable au licenciement, non, vous devez les respecter. Après, entre visio et présentiel, je dirais que on pencherait plutôt vers un entretien présentiel dans ce cadre-là, à part pendant les 2 confinements. Mais on peut s'appuyer sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui va dire si les circonstances l'exigent. Donc voilà. Ok, merci. Après, il y a 2 questions, je crois, de Monsieur Maillot autour de peut-on se faire accompagner lorsqu'on est TPE-PME? Alors, sur objectif reprise, oui, la cible est les moins de 250 salariés, donc de 1 à 250 salariés. Donc ça, du coup, l'accompagnement, il est bien prévu pour les TPE-PME. Il y avait une deuxième question autour de comment sont choisis les consultants pour l'accompagnement. Il y a eu un appel, un marché qui a été ouvert, et donc c'est des consultants spécialisés sur les questions de conditions de travail, de prévention des risques et des ressources humaines, et donc du coup qui respectent, qui rentrent dans le cadre des valeurs du réseau ANACT-ARACT. Et qui sont régionaux, pardon, et qui sont des lots régionaux, donc des consultants régionaux.
Oui, pardon Virginie. Pardonnez-moi. Je vois qu'il y a une question sur la distanciation. Alors c'est très important que j'y réponde. Hein. Bien sûr que. Alors la question c'est que vous parlez d'une distance de 2 mètres sans port de masque, mais le masque n'est-il pas obligatoire en toutes circonstances? Si le masque est obligatoire, bon déjà dans tous les lieux collectifs clos, et en plus attention les masques avec une capacité de filtration suffisante. Maintenant, quand on déjeune, par exemple, on va avoir des difficultés à porter un masque parce qu'il faut se nourrir. Donc, dans ce cas, il faut prévoir une distanciation de 2 mètres. Ou dehors, dans certaines circonstances, c'est pas possible de maintenir, de porter un masque. Il faut prévoir une distanciation de 2 mètres. Mais bien entendu, si vous êtes dans une salle de formation, première chose, voir si on peut pas le faire à distance. Si c'est vraiment pas possible, port de masque avec filtration suffisante, aération des locaux, 1 mètre de distance entre les personnes présentes. Donc oui, le port de masque est obligatoire. Il me semble qu'il nous manque peut-être qu'une seule question, mais Anne, corrige-moi si je me trompe. Autour des retours d'expérience, donc c'est celle-là. Avez-vous des retours d'expérience sur la gestion des 2 populations éligibles au télétravail, ou non éligibles pour ne pas tomber dans l'éternelle opposition col blanc, col bleu? Donc là, alors si je comprends bien, ça serait par exemple dans le cas de l'industrie, ça serait des personnes qui sur des chaînes plutôt, enfin sur des postes plutôt opérateurs ou techniciens seraient en activité physique sur site, et le fait que le personnel, par exemple de bureau, serait plutôt en télétravail et en distanciel. Donc en effet, ce risque-là d'opposition de la population, elle existait avant ces mesures de télétravail renforcées. Et donc, on peut voir que cette question de télétravail renforcé vient accentuer, renforcer ce clivage, s'il peut y avoir. Donc, en effet, c'est comment le prendre en compte dans la façon dont vous allez organiser à la fois le télétravail et l'activité sur site. Et donc, ça, c'est pareil. C'est en s'appuyant sur le travail d'équipe, et je pense par exemple autour de la qualité, autour des questions pour s'assurer, pour que les articulations métiers puissent rester. Donc la meilleure ressource, c'est de trouver des objets de travail qui permettent de garder du lien et de faire des objets de travail communs entre ces différentes populations. Mais il faudrait rentrer un peu dans le détail et dans la compréhension un peu plus contextualisée du secteur, de la structure, des différents métiers, parce que là, la question est un peu générale et donc difficile d'avoir des pistes d'amélioration concrètes. Mais oui, c'est des effets qu'on peut voir comme étant accélérés par le télétravail, mais qui existait souvent avant. Cette question d'opposition col blanc, col bleu, elle existait avant, et c'est rarement des problèmes qui sont nouveaux avec le télétravail. C'est que déjà, il y avait cette question de différence de culture de métier qui était déjà posée, présente dans les entreprises et qui s'accélère avec le télétravail. Et c'est le cas sur beaucoup de problématiques où ça se voit, où on voit comme un accélérateur de problématiques. Donc, réponse partielle aussi, mais il faudrait rentrer plus dans le détail des spécificités de chaque entreprise pour répondre. Juste pour compléter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les indemnités de télétravail, même s'il n'en existe pas d'obligatoire, si vous en versez à vos salariés, elles peuvent être exonérées de charges sociales dans certains cas avec des limites forfaitaires, mais ça, c'est pas ma partie, c'est la partie URSSAF. On vous adressera le lien pour que vous puissiez vous renseigner par rapport à ça. Moi, je vous parlais bien sûr du code du travail et tout l'encadrement code du travail. Ça peut être prévu par la convention collective ou l'accord collectif de travail. Ça peut être prévu par l'employeur. Quand je dis il y a rien d'obligatoire, ça signifie pas pour autant, parce que bon, j'ai eu des petits échanges là par voie de mail avec l'un d'entre vous, que vous ne devez pas en verser. Ça signifie que on ne vous impose pas de verser telle somme chaque mois à vos salariés quand ils sont en télétravail. Par contre, on vous impose
une égalité de traitement avec les salariés qui travaillent, donc nécessairement de leur fournir tous les moyens nécessaires. Voilà. Peut-être, alors Anne, je ne sais pas si tu as pu recueillir les éléments sur le sondage, en tout cas, parce que nous, enfin, on n'a pas accès aux résultats. Mais voilà, alors au moins pour savoir s'il y a quand même quelques répondants, peut-être sans rentrer dans le détail des réponses, hein, mais vu que pour ceux qui ont dit « je suis intéressé, souhaite y participer » ou « je souhaite plus de renseignements », on reviendra vers vous voilà, dans les prochains jours pour justement vous donner plus d'informations sur ces modalités d'accompagnement. Oui, effectivement, donc on a pas mal de répondants sur ce dernier sondage qui souhaitent en savoir plus. Évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions pratiques et très concrètes hein, qui vous concernent chacun, puisque vous connaissez tous des situations de travail et de télétravail différentes. Mais on vous propose beaucoup de ressources hein, dans le support. On n'a pas eu le temps de le balayer jusqu'au bout, mais parce que les dernières planches concernent surtout les ressources documentaires d'ailleurs que vous pourrez aller consulter. Et puis, comme le disait Lucille, on revient vers vous pour vous donner plus d'informations. Mais on a plus de la moitié des personnes, effectivement, qui se déclarent intéressées et souhaitent avoir plus de renseignements sur les soutiens, les ressources qui peuvent être mobilisées pour améliorer la mise en place du télétravail dans leur structure. Eh bien, très bien. Merci pour ces infos, enfin, pour cette info, Anne. Du coup, voilà, comme Anne le disait, les dernières planches, c'est les ressources complémentaires. Certaines ont été dites. Donc, vous voyez, bon, on a essayé de faire ça un peu pédagogique avec une petite photo et les liens. Donc, vous aurez le support, bien évidemment. Voilà, il est 15h20. Peut-être, je propose, Virginie, un petit mot de fin. Mais en tout cas, vous remercier. On a essayé de faire au mieux en répondant au plus grand nombre de vos questions et merci de votre attention en tout cas et puis n'hésitez pas à nous faire un petit retour hein, sur vos impressions sur le chat. Oui, ben merci également à tous pour votre participation et vos contributions. Comme l'a expliqué Madame Herrera, on a essayé de répondre au plus près de vos préoccupations. Maintenant, c'est pas toujours facile. On a bien conscience que cette situation exceptionnelle nécessite une adaptation de votre part. Donc, on a, enfin voilà, Lucille vous l'a expliqué, il y a des outils pour vous accompagner, le dispositif Objectif Reprise, notamment soutenu par le ministère du Travail, puis tous les acteurs de la prévention hein, qui proposent vraiment des accompagnements et en premier lieu votre service de santé au travail, c'est important de le rappeler. Je crois qu'on est actuellement, enfin, je redis ce qu'a dit Frédéric Dumalin peut-être en introduction, mais la situation avant mars 2020 et celle qu'on connaîtra après la crise, qui j'espère va être courte, sera différente et cette question du télétravail, on va devoir aussi la traiter de toute façon. Et donc, ben, en ce qui concerne les dispositifs et puis peut-être les ressources nécessaires, ben, je soulignerais que dans le cadre du plan régional santé-travail, il y a des travaux qui ont été effectués par l'ODDS de l'Hérault hein, sur ben, un quiz et des outils autour du télétravail. Et donc, les partenaires sociaux se sont réunis et sont préoccupés de cette question. Et vous pouvez aller jeter un œil sur le site du PRST, c'est assez intéressant. C'est un outil simple, mais qui est tout à fait adapté aux entreprises. Et sans doute qu'on traitera de cette question en partenariat avec tous les acteurs de la prévention lors du prochain plan régional santé-travail qui doit voir le jour cette année. Donc, ces questions d'organisation du travail, on va essayer de les traiter, de vous accompagner dans ce cadre, mais je crois qu'il faut surtout pas oublier aujourd'hui qu'on participe à un effort commun et que il faut respecter au mieux le protocole en termes et qu'il y a forcément des solutions qu'on peut trouver aussi dans l'organisation du travail. Voilà, c'est important de le dire. On a des ressources, on a des outils, on a aussi des personnes compétentes et il faut faire appel à elles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, j'en profité pour mettre le petit élément en effet sur ODDS. Merci à tous. Merci, à bientôt.